Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux donc aujourd'hui pour ce meet-up. Aujourd'hui donc, et aussi bravo d'avoir effectivement affronté le froid et aussi la ligne 13. C'est pas rien. Et du coup moi c'est Florian, je travaille chez Bug Market en tant que développeur Android dans l'équipe Mobile Core. Et aujourd'hui donc, je voulais faire un talk sur les caches Gradle parce que du coup c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques semaines. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de docs sur ce sujet-là, ou alors pas beaucoup d'infos vraiment précises à ce sujet. Donc du coup, je voulais faire un petit peu un récap de ce que ce que j'ai pu trouver, et voir faire un petit peu un mini retour d'expérience très rapido, donc sur comment est-ce qu'on a fait pour améliorer la vitesse sur notre CI, le temps de build sur notre CI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Bug Market, donc on n'est pas des plombiers comme écrit à l'entrée. Donc on est une marketplace de produits reconditionnés où on vend et on rachète aussi des smartphones, des laptops, des tablettes, etc. Donc des produits électroniques. Et on a une application Android et iOS, ainsi qu'un site web. Et on a même maintenant des stores physiques, enfin un store physique pour l'instant, mais uniquement aux US. Donc pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser au cache Gradle qui intéresse ça? Tout d'abord, évidemment, plus évident, le build time. Parce que du coup, quand on a un cache Gradle qui fonctionne, ça va faire en sorte qu'on va éviter de lancer des tâches qui ont déjà été exécutées auparavant et donc de faire en sorte que notre build soit plus rapide à exécuter. On va aussi, de ce fait, améliorer l'efficacité de notre CI/CD en faisant en sorte que nos builds sont plus rapides et que donc on va réduire le coût lié à ça. On va avoir aussi un impact du coup sur l'environnement, puisque du coup on va utiliser pas forcément moins de ressources et donc moins d'électricité, tout ça. Donc c'est un impact positif sur la planète. Et enfin, ce qu'on peut faire, mais qu'on ne verra pas du coup dans ce talk-là, mais on peut faire du remote caching en fait pour aussi partager du cache qu'on a en local sur une machine et avec le cache qu'on a sur notre CI par exemple aussi. Donc voilà, on peut synchroniser ces deux-là pour pouvoir échanger les deux et faire en sorte qu'on améliore le temps de build aussi bien sur notre machine en local que sur notre CI. Et donc tout d'abord, pour commencer, on va lancer juste une petite analyse du temps de build de notre application sans le cache, tout d'abord. Et donc pour ça, donc on a un plugin, donc on a le Gradle DVOcity plugin qu'on peut appliquer de manière vraiment très simple dans notre projet en appliquant ces quelques lignes-là dans notre fichier settings.gradle et en lançant notre task Gradle via ligne de commande en ajoutant l'option -scan et ça va faire en sorte de pouvoir avoir à la fin du build un rapport avec le détail sur tout ce qui s'est passé durant l'exécution de nos tâches Gradle. Et on va retrouver donc sur ce lien-là un rapport qui va montrer plusieurs choses, notamment on va avoir une partie sur les performances qui a montré ceci. Donc on va avoir au niveau du build des informations sur le temps total du build, donc combien de temps ça a pris, et on va aussi avoir des détails sur les différentes étapes, donc sur la configuration, l'exécution, et aussi des informations relatives à l'utilisation du CPU, la RAM, des opérations de disque et des opérations réseau aussi qui ont lieu pendant le build. Si on s'intéresse en détail du coup à la partie configuration, là, on va voir plus d'informations, notamment voilà le temps que ça a pris du coup pour configurer le projet, le temps que ça a pris du coup pour compiler les scripts, etc., et aussi des informations sur l'utilisation du cache, si on a activé la configuration de caching sur notre projet. Sur la partie task execution, on va avoir la même chose ici, la même chose avec le temps total d'exécution des tâches. Et on va voir le détail. Du coup, ce qui va être intéressant de voir, c'est le temps qui a pu être évité grâce au cache s'il a été activé. Et donc à contraire, donc les tâches qui ont été exécutées parce qu'elles n'étaient pas, le résultat n'était pas présent en cache. Et on a aussi donc le détail sur les tâches qui sont catchable, mais du coup qui n'ont pas été réutilisées depuis le cache. Et on a des tâches aussi qui sont pas cachables. Et donc du coup là aussi, Gradle, le profiler nous les affiche. Et parce que du coup là, il y a des tâches qui sont exécutées à chaque fois. Donc du coup, ça permet de voir un petit peu sur combien de temps est-ce qu'on peut gagner du coup avec le cache à ce niveau-là. Et enfin, on a aussi une partie network activity où là, on va avoir
un petit résumé du coup de combien de temps est-ce que Gradle a passé sur le téléchargement des dépendances à notre projet. Donc du coup là, par exemple, on peut voir qu'on a passé 3 minutes à télécharger 700 MO pour les dépendances, ce qui est du coup 3 minutes quand même pour 700 mégas, c'est assez énorme parce que du coup en fait c'est plein de petits fichiers du coup qui sont téléchargés bout à bout et du coup là c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et donc du coup là ça montre bien du coup que c'est important d'avoir un cache qui fonctionne notamment à ce niveau-là. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà peut-être ouvert le dossier du cache Gradle pour voir ce qu'il contenait? Il y en a un. Du coup, alors, on va s'intéresser à ça. Donc, premièrement, si vous ouvrez dans votre Home Directory, vous allez avoir un dossier .gradle, donc qui va être un dossier caché, qui va contenir plein de sous-dossiers. Et notamment, donc, on va avoir un premier dossier qu'on va retrouver qui s'appelle wrapper, qui va contenir tous les fichiers qui ont été téléchargés pour nos projets, qui vont contenir voilà, tous les fichiers de Gradle wrapper. Ça, c'est pas la bonne. Et encore en dessous, donc on va avoir un sous-dossier cache qui, lui, va contenir encore d'autres sous-dossiers, dont notamment le dossier build cache qui va contenir les fichiers du coup de cache pour nos builds. Et ça, du coup, par défaut, par contre, c'est pas activé. Donc, il faut activer l'option org.gradle .caching dans le fichier gradle.properties. Sinon, du coup, par défaut, il n'y a pas cette option-là n'est pas activée. Et aussi, donc, on va avoir les dossiers modules et jar qui, eux, en fait, vont être utilisés pour pouvoir stocker les dépendances qui ont été chargées. Donc, c'est là-dedans que vous allez pouvoir retrouver les différentes librairies que vous utilisez sur vos projets. Ensuite, encore en dessous, donc, on va avoir un autre dossier qui, lui, va être versionné par la version Gradle. Donc là, par exemple, on a la version Gradle 9.1.0. Et dedans, on a d'autres encore sous-dossiers. Et avec notamment donc, un dossier Transform qui, lui, contient beaucoup de choses. Notamment voilà, des artefacts qui ont dû être transformés par Gradle pour pouvoir faire en sorte que ces fichiers-là soient réutilisables ensuite par les tâches, les tasks Gradle qu'on a. Notamment, par exemple, si vous avez Android Jetifier encore d'activer dans votre application pour convertir les dépendances Android Support en Android X, là, du coup, le résultat de cette transformation-là, ça sera mis en cache dans ce dossier-là. Et enfin, on a encore des sous-dossiers qui sont utilisés pour mettre en cache tout ce qui va être relatif à la compilation des fichiers DSL. Du coup, là, si vous avez tous vos fichiers build.gradle, ctx.gradle, tout ça, donc, voilà, tout ça, ça va être mis en cache là-dedans. Donc, on va essayer de regarder un petit peu en détail. Je vais essayer de partager ça. Hop. Voilà, donc à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, ça, c'est le dossier .gradle, qui, du coup, on peut voir déjà, il est assez énorme, il fait déjà 53 gigas. C'est un beau bébé. On a, voilà, les dossiers wrapper, le dossier wrapper qui est ici. Donc là, si je vois, on a le détail, du coup, avec les différentes versions de Gradle que j'ai téléchargées. Dans la partie cache, donc on a le dossier build cache ici qui représente quand même beaucoup en termes de taille. Et ensuite, on a les sous-dossiers donc avec le versionné par version Gradle, avec les fichiers de transformation, coding DSL et tout le reste. Et donc par exemple, si vous celui-là, donc là par exemple, on voit beaucoup de fichiers dedans qui sont pas forcément très lisibles. Mais par contre, dans celui-là, tac, voilà, j'ai le détail sur les différentes dépendances que j'ai téléchargées dans mon projet. Et on peut voir voilà, la taille de chaque dépendance ici. Et après, on peut voir après en détail voilà, les différentes versions qui sont téléchargées ensuite pour chacune de ces dépendances. Voilà. Ça, c'est pour le cache classique. Et donc ensuite, on a le configuration de cache, qui est un cache un petit peu plus particulier. Parce que lui, du coup, il va être non pas stocké dans le Home Directory, mais dans le Project Directory. Et là-dedans, on va en fait mettre en cache le résultat donc, du coup, de ce qui se passe dans la configuration phase de Gradle. Et donc pour ça, pour activer, donc, on a dans le fichier pareil, donc, Gradle Properties, on a une properties à mettre activée, donc le org Gradle configuration de cache.
Et on a une autre propriété aussi optionnelle compatible pour activer la parallélisation du configuration de cache. Et nous, sur notre projet, du coup, en l'activant, auquel on a pu observer un gain d'à peu près 1 minute sur les temps de build, ce qui est pas négligeable. Par contre, le souci, c'est que c'est un cache qui est très sensible, dans le sens où il va vraiment dépendre de beaucoup de choses de votre environnement. Donc du coup là, par exemple, là sur la CI, je l'avais activé pour pouvoir tester un petit peu. J'ai lancé la commande detect et là du coup il se plaint que voilà, le configuration de cache peut pas être utilisé parce que la JVM a changé. Tout simplement parce que du coup j'avais mis à jour la version de Java qui était utilisée sur la CI. Et donc du coup ce message-là, vous allez voir très souvent pour beaucoup de choses. Notamment par exemple si dans votre projet vous avez des included builds, des build conventions, ce genre de choses-là, et si vous changez le contenu de ces fichiers, ça va faire pareil, ça va faire aussi invalider la configuration de cache. Et c'est aussi le cas pour plein d'autres choses aussi. C'est très dépendant aussi des autres fichiers de cache aussi. C'est pour ça du coup, je recommande pas forcément de l'activer sur la CI en tout cas, parce que du coup, il va pas être très souvent utilisé parce que vous allez avoir souvent ce genre d'erreur. Et ça peut aussi péter les builds parce que du coup, si il y a un fichier de cache qui lui manque, lui, il va carrément faire fail le build directement. Et du coup, c'est pas vraiment ce qu'on veut quoi sur la CI. Donc, vu le gain que ça apporte, c'est pas forcément très intéressant. Donc, du coup, on peut voilà juste l'activer au moins en local, mais sur la CI, c'est pas très très intéressant. Et justement, du coup, en parlant de la CI, je voulais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on a fait pour implémenter, comment gérer justement le cache sur la CI. Parce que du coup, nous, chez BuyMarket, du coup, on utilise Bitrise pour la CI. Et comme pas mal d'outils de CI, voilà, on a des steps qui sont déjà préconfigurés, qui existent déjà pour pouvoir gérer le cache. Sauf que elles sont pas forcément super efficaces. Elles fonctionnent pas vraiment de la manière dont on veut. Et donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réimplémenté toute la logique de cache dans notre CI. En gros, au lieu de tirer et pusher un seul fichier de cache, nous, on va tirer et sauvegarder donc plusieurs caches à la fois. Donc, en gros, avant de lancer nos tasks sur notre CI, on va aller récupérer plusieurs artefacts. Donc, on va avoir un artefact qui va contenir le cache de Gradle Wrapper, un autre pour la partie DSL, un autre pour le build cache, un autre pour les dépenses, etc., etc. Et tout ça va être, on va du coup pouler ces caches-là, donc du coup, ça va être fait en parallèle. Et pareil, derrière, quand on va sauvegarder ensuite, tout ça va être fait en parallèle. Donc, du coup, on va éviter de devoir télécharger un à un à la suite et rallonger le temps de build sur notre CI. Ensuite, du coup, quand on définit un nouveau cache côté CI, donc du coup, il faut qu'on définisse plusieurs choses. Déjà, la liste des fichiers qu'on va vouloir sauvegarder et récupérer, et aussi une ou plusieurs clés qu'on va utiliser en fait pour pouvoir identifier nos caches, pour pouvoir les récupérer de manière la plus efficace possible. Et ces clés-là, ils vont pouvoir aussi dépendre de pas mal de choses, donc en fonction de l'OS sur lequel on exécute la tâche, la version de Gradle, les librairies qu'on utilise, et aussi ça peut être fait aussi en fonction du workflow sur lequel on exécute nos tasks. Donc, un premier exemple assez simple, donc sur les caches de Gradle Wrapper, donc on va mettre dans notre pass notre dossier Gradle Wrapper, et aussi un autre dossier, donc le Generated Gradle Jars, qui est aussi utilisé. Et en clé ici, on va juste en mettre une seule, qui va correspondre voilà à ce qu'on voit ici, et qui va être paramétrisée du coup en fonction de la version de Gradle qu'on utilise et de l'OS aussi sur laquelle on lance notre task. Et donc du coup, par exemple, quand on exécute ça sur notre CI, ça donne ce qu'on voit en vert ici, ça donne un Gradle-9.1.0-wrapper-linux. Donc du coup, quand on va chercher à exécuter nos tasks, on va chercher à pull cette clé-là. Du coup, on va essayer de voir trouver si elle existe. Et si elle n'existe pas, du coup, on continue sans. Et au moment de sauvegarder, du coup, on va sauvegarder l'entrée du cache. Donc ça, c'est pour le Gradle Wrapper. Ensuite, pour les dépendances, là, du coup, on est sur un cas un petit peu plus complexe. Du coup, dans les passes, on va retrouver aussi 2 directories dans lesquelles sur lesquelles on va sauvegarder et récupérer ces fichiers-là. Et pour la définition des clés, là, par contre, on va en définir 3 qui vont être utilisés. Donc du coup, là, c'est listé de la plus précise à la moins précise.
Et là, du coup, on a aussi plusieurs paramètres. Donc, c'est en fonction aussi de la version de Gradle qu'on utilise, de l'OS, et aussi du workflow sur lesquels on va exécuter notre task. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on se base aussi sur le workflow ici? Parce que tout simplement, en fonction de la tâche qu'on va exécuter, on n'a pas forcément les mêmes dépendances qui vont être récupérées entre, voilà, si j'exécute detect, par exemple, et si si je lance mes tests unitaires, par exemple, sur un autre workflow. Donc, du coup, on va pouvoir vraiment avoir des caches différents par workflow sur lesquels qu'on va exécuter. Et ensuite, on a un checksum, voilà, qui est utilisé pour faire simplement un checksum sur les différents fichiers qu'on a dans notre projet. Donc ici, en premier, on a les fichiers version tunnel, du coup, qu'on utilise avec le Gradle version catalog, en fait, pour pouvoir versionner les librairies qu'on utilise. Et ensuite, on a la même chose, mais du coup, avec aussi les fichiers gradle.kts. Et donc ça fait en sorte que, par exemple, on crée une nouvelle branche, on met à jour une dépendance, on va lancer notre workflow. Et donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer avec la première. Donc là, il y a rien qui va correspondre, puisque du coup, le checksum du version.toml, il correspond à rien normalement. Pareil pour le deuxième. Ensuite, il va essayer, du coup, la troisième, en fait, en dernier fallback. Ce qui fait que ça va récupérer une cache entry du même workflow, en fait, qui a été exécuté précédemment, mais qui n'a pas forcément, du coup, les bonnes versions de librairie, mais c'est pas grave, du coup, puisque du coup, on va quand même récupérer tout ça. Et on va pas avoir à télécharger toutes les dépendances. Et du coup, on va juste à télécharger juste les nouvelles qu'on a mis à jour. Et derrière, quand on va pusher le cache, on va pusher en utilisant la première clé. Et ensuite, quand on va relancer le workflow, on va pouvoir utiliser le cache qui a été généré à ce moment-là. Et ça, du coup, là, ça pose déjà un problème parce que on va tirer du cache, le pusher, encore et encore, ainsi de suite. Et le problème de ça, c'est que plus on va mettre à jour nos dépendances, et plus les archives qu'on va pusher vont devenir de plus en plus grosses. Et donc, du coup, là, on a le problème, en fait, comment est-ce qu'on fait pour cleaner nos caches. Parce que du coup, comme je disais, on va avoir nos caches qui vont devenir vraiment de plus en plus grosses. Ça va, du coup, faire en sorte que ça va ralentir nos builds, parce que du coup, le temps de pull et de pusher à tous ces caches-là, ça va devenir super long d'un coup. Enfin, petit à petit, en fait. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Pour ça, donc, nous, on a un petit script, en fait, qu'on exécute avec QR code, si vous voulez. C'est un petit guide, c'est pas très intéressant à regarder dans le détail, mais je vous mets quand même le lien avec le QR code, si vous voulez. Et en gros, ce que ça fait, c'est un script qu'on exécute avant de runner la task, qui sauvegarde un timestamp local. On run notre task. Ensuite, après avoir runné le task et avant de pusher les caches, on va récupérer, du coup, ce timestamp-là qu'on a généré. Et on va forcer Gradle en lui disant clean-moi tous les caches qui n'ont pas été utilisés depuis ce timestamp du coup qu'on a généré précédemment. Et ça fait en sorte de supprimer tous les fichiers qui n'ont pas été utilisés depuis, en utilisant la méthode de Gradle vraiment dans les settings de Gradle. Je vous recommande pas de le faire en faisant des rem-ref machin truc parce que ça c'est un coup à faire péter tous les caches et de faire écrire des confis derrière. Donc c'est pas vraiment la bonne méthode. Et du coup, quand on exécute notre script, du coup à la fin on a des petits logs qui sont affichés et qui indiquent que ça a bien clean. Là par exemple ici dans le bit cache, puis ça a clean 64 fichiers. Et pareil au niveau aussi des caches de dépendance aussi, on voit bien que ça a été mis à jour, que ça a été supprimé, des fichiers ont été supprimés. Et donc du coup qu'on va repusher derrière le cache et on aura du coup que les nouveaux fichiers qui vont nous intéresser, qui seront dedans. Donc ici, je vais vous partager quelques petits résultats du coup de comment ça fonctionne quand on a un cache qui fonctionne. Donc là, ici, on est passé de 10 minutes à peu près de temps d'exécution à 38 secondes. Au niveau de la configuration, donc là, j'ai utilisé le configuration cache, mais même sans l'activer, en fait, vous aurez quand même des améliorations à ce niveau-là. Mais du coup, là, c'est super rapide. Au niveau du temps d'exécution, là, pareil, il y a quand même quelques tâches qui ont été exécutées. Il y a que 4 tâches qui ont été exécutées, mais qui sont cachables, mais elles sont passées à la trappe visiblement, mais bon, c'est pas très très grave. Et on a toujours nos tâches aussi qui sont not cachables, qui ont été exécutées ici. Et ça, du coup, on n'y peut pas grand chose. Et enfin, du coup, dans le network activity, on va voir aussi que on n'a rien qui a été téléchargé parce que du coup, on a déjà tout ce qu'il nous fallait dans notre build. Et donc, pas besoin de retélécharger autre chose. Voilà, donc quelques petites takeaways. Donc, pensez bien sûr à mettre
activer le cache, build cache en local, parce que par défaut, c'est pas activé. Je sais pas pour quelle raison. Faites attention du coup quand vous manipulez les fichiers de cache, ne pas les supprimer à la mano aussi, parce que du coup, ça peut potentiellement péter vos builds aussi. Pour la configuration de cache, vous pouvez l'activer en local, ça fonctionne bien. Et pour la CI, du coup, si vous voulez implémenter vraiment votre système de cache vous-même, il faut surtout bien penser, je pense, au niveau des clés, comment est-ce que vous allez les emménager, les fallbacks que vous allez mettre en place sur les clés, et comment vous allez les structurer. En fait, voilà, ça peut varier beaucoup en fait en fonction de comment vous allez exécuter vos tâches sur la CI. Et pensez aussi à un mécanisme de clean des caches pour éviter que vous allez avoir de plus en plus de fichiers qui vont s'accumuler dedans et ralentir vos builds sur le long terme. Voilà, merci de votre attention.